C'est bon? Sébastien, bonjour. Bonjour Ariane. Alors Sébastien, tu es fondateur de Calista Patrimoine et tu es surtout l'homme de ce salon de l'immobilier et de l'investissement. Je dis l'homme qui a organisé la conférence inaugurale. Oui, alors effectivement, en plus c'est vrai que les équipes de Comexposium du salon de l'immobilier sont quasiment, je crois, exclusivement féminines. Dirigée brillamment par Stéphanie Collot. Exactement, et d'ailleurs que je remercie puisque c'est elle qui m'a invité à organiser cette conférence inaugurale qui avait lieu donc vendredi matin à 10h30 et qui avait pour thème l'immobilier dans un monde incertain. Alors c'est quoi l'immobilier dans un monde incertain? C'est l'incertitude de quoi? Des taux, des prix, de tout, de la vie? De tout. Finalement, qu'est-ce qui est la seule chose qui est certaine à l'heure actuelle? La seule chose, c'est que finalement, malheureusement, c'est quand on est, à un moment donné, on mourra un autre. Tout le reste n'est que de prise de décision et l'incertitude et l'adaptation de la personne par rapport à cela. L'immobilier, effectivement, est une valeur sûre, mine de rien, dans un monde incertain. Nous vivons dans un pays qui a un nombre de châteaux forts ou de châteaux, d'églises. Notre-Dame, vous avez vu comment ça a pu se passer sur quand Notre-Dame, la flèche de Notre-Dame a brûlé, le toit de Notre-Dame a brûlé. Tout le monde était ému. Pour nous, la pierre, c'est symbolique et nous sommes élevés avec ça. Et ça dure. Et ça fait partie de notre culture intrinsèque. Alors, je dis ça en Europe, ça marche peut-être moins bien en Amérique du Nord parce que pour eux, l'histoire est un peu plus courte, on va dire. Pas en Amérique du Sud, bien évidemment, mais en tout cas en Amérique du Nord. Et si on veut aller sur la partie financière, eh bien, les Français adorent la pierre, adorent l'immobilier. D'abord, c'est quelque chose de tangible qu'on voit, alors que d'autres supports d'investissement, type actions ou autres, même si ce sont les entreprises derrière, bah effectivement, on ne sait pas trop. Et alors que les Américains, par contre, il n'y a pas de problème. Pour eux, eh bien, les actions, tous les actifs financiers, pour eux, c'est sans souci et ça fait partie de leur culture. Mais on a deux cultures différentes. Voilà. Bon, alors les Français aiment la pierre, l'avenir est incertain, mais malgré ça, il faut faire un petit peu attention à ce qui va se passer demain après-demain, quand on investit. Bien sûr. Ah mais, de toute façon, la base de l'investissement immobilier, ça restera toujours l'emplacement, ramené au rendement qu'on va pouvoir mettre en face. Là, on est dans une logique d'investisseur. D'investissement, mais un investissement, résidence principale. Si je veux acheter ma résidence principale. C'est un investissement. La résidence principale est un investissement. C'est votre premier investissement. Donc je me pose les mêmes questions. Il est encore plus fort. Et il y a encore plus d'affect surtout. Là, bien sûr, il est encore plus fort parce qu'on y vit. Mais du coup, l'émotionnel, ça peut parasiter un petit peu la décision d'achat. Oui, mais toujours. Nous sommes bourrés d'émotionnel. Alors, sauf certains sociopathes. Bon, je crois pas que moi j'en fasse partie. Et vos clients, dans vos clients, il y en a? Ah, j'espère pas. Franchement. Voilà. Je les déclaré à Tracfin ou autre. Non, disons que il faut compter effectivement avec l'affect. Quand on est sur de la pierre, d'autant plus parce qu'on sur un investissement, alors il y a la résidence principale, on y vit. Normal, il y a l'affect à fond. Il ne faut pas non plus acheter n'importe quoi, n'importe comment. Pour la raison principale. L'investissement, on va peut-être mettre en avant plus le rendement, ce qui est important, parce que l'idée, c'est que si on investit, c'est quand même pouvoir d'avoir un retour d'argent. Si on ne le fait pas, ça ne sert à rien d'investir. Enfin, je veux dire, c'est juste, on fait autre chose. Ou alors on fait des loisirs, on fait autre chose. Et l'investissement, il y aura aussi de l'affect. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se projeter. Bon nombre de personnes se disent, tiens, je vais acheter tel appart parce que moi si j'y vivais, je m'y plairais. Et ce qui n'est pas forcément bon d'ailleurs, parce qu'on peut avoir un meilleur rendement sur des appartements sur lesquels finalement on n'y vivrait pas forcément. C'est marrant parce que hier on a eu beaucoup de bruit. Et pourtant ça se loue facilement. Ah ben voilà. Hier on a eu ici quelqu'un qui nous disait il faut acheter pour louer exactement comme si on achetait pour vivre. Et donc oui là tu es en train de nous dire l'inverse. Oui et non. Oui et non. Oui et non. Il faut qu'on est vraiment sûr, il faut enlever un petit peu l'affect. Pourquoi? Parce qu'on est sur de l'investissement. Et il faut le quantifier dans le temps aussi. Et comme on l'investit souvent avec un crédit en parallèle, parce que honnêtement, vu les taux actuels, pourquoi payer cash? Ça serait une hérésie. Bon, mais si on se dit le bien, je vais le garder 9, 10 ans, 15 ans, pourquoi mettre de l'affect dedans? Parce que finalement, on n'y vivra pas. C'est juste une opération financière.
Donc, ça veut dire qu'il faut avoir extrêmement confiance dans son conseiller en gestion de patrimoine pour signer à l'aveugle, on va dire. Mais de toute façon, dire voilà, je signe, je le fais et je ne vais pas voir, c'est pas grave, j'ai confiance. Le conseiller en gestion de patrimoine, il n'a pas une boule de cristal. Il ne peut pas deviner si dans 9 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans, il va y avoir une bulle immobilière qui va éclater, si ça va chuter ou si ça va prendre de la valeur. Après, on va juste essayer d'être pragmatique. En ce moment, il y a un déficit de logement en France. Il y a un déficit de bureaux, il y a un déficit de tertiaires. Du coup, les pouvoirs publics n'ont pas les moyens, eux, de combler ce déficit. Donc on fait appel automatiquement à l'épargne des Français pour ce faire. Donc les épargnants, les investisseurs, vont faire. Il y a plus de demandes que d'offres. Donc, cours de 6e ou de 5e en économie très simple, quand l'offre est inférieure à la demande, automatiquement, les prix chutent. Bon, après, il y a un dicton qui dit les prix augmentent. Voilà, là, justement, se fait par les prix. Si on rajoute derrière les prix du foncier, les élections municipales qui bloquent, où les maires bloquent tous les permis de construire en ce moment, si on rajoute les normes énergétiques qui augmentent les coûts de construction, si on rajoute les taux bas qui amènent encore plus de demandes, les prix ne sont pas prêts de chuter. Mais on dit aussi qu'il ne faut pas que je dise les choses à l'envers, qu'un bien portant est un malade qui s'ignore. Bref, est-ce que tout ça, jusqu'où ça va durer? Est-ce que ça peut pas basculer? Oui, ça peut basculer. Ça a déjà basculé dans le passé. Ça a déjà basculé dans le passé. Et c'est pas grave, so what? Bah, honnêtement, si, ça peut l'être, mais si on garde le bien plus longtemps, à un moment donné, ça va se réguler. Ça va pas s'effondrer complètement. Donc, les gens, je vous rappelle que le logement, si on parle que de logement, le niveau 2 de la pyramide de Maslow, c'est quand même se loger. Donc contrairement au niveau 5 où on va être dans le s'émanciper, le paraître ou plein de choses, et pourquoi pas investir dans de l'investissement, on va dire plus plaisir ou financier ou autre, là on est dans le niveau 2. Donc il faut être très pragmatique, il manque de logements en France. Point bas. Donc effectivement, il y aura bien à un moment donné une régulation. Ça s'est déjà passé, ça se repassera. Et ben ça peut être embêtant au moment même. Par contre, il ne faut surtout pas vendre à ce moment-là, quoi. Voilà, donc il faut y aller en ayant un horizon de moyen long terme. De toute façon, on ne fait pas de l'immobilier à court terme. Ah bah non, on ne fait pas ça, c'est pas du one shot. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est là aussi où le conseiller en gestion de patrimoine doit accompagner et éduquer ses clients là-dessus. Doit éduquer. C'est important d'éduquer les clients sur la partie financière parce que finalement, en France, là aussi, on a un déficit d'éducation financière. La plupart des gens ne savent pas forcément calculer un taux de rendement, ne savent pas forcément ce que c'est. Les taux bancaires, ils comprennent, mais qu'est-ce qu'on met dans le taux, les assurances, les choses. En fait, si on leur explique pas, c'est compliqué. Donc le boulot du CGP, c'est aussi d'être un passeur, un sachant bien évidemment, mais faire de la transmission de savoir. Et puis, alors accompagner, transmettre aux clients, mais aussi au CGP, c'est un peu votre nouvelle... Oui, alors en effet, j'ai monté il y a un an. Oui, parlez-nous des conférences du conférences CGP, voilà. J'ai monté il y a un an, c'était d'ailleurs à ce salon-là l'année dernière. Je me suis interrogé sur, en voyant mes confrères travailler, je m'interrogeais sur comment ils appréhendaient la relation client, etc. Et puis je me suis dit, mais ils sont très bons techniquement, ils connaissent leur métier, ils ont leurs discours commerciaux, ils connaissent tout ça. Par contre, où la confiance s'installe, à quel moment la confiance s'installe avec le client? Et bien des fois, c'est pas quand on est sur la technique. Des fois, c'est surtout, à mon avis, surtout ce qui est transversal. De la culture personnelle. Certains clients aiment qu'on leur parle d'opéra, par exemple, ou de hard rock, si on parle de musique, ou de la dernière expo qui avait lieu au Grand Palais. Et en fait, c'est sur ces choses-là. Donc, j'ai décidé de monter 2 conférences par an. Une qui se passe en février, chaque année, février 2019, 2020. Une qui est déjà faite, et je vais vous en parler, qui sont orientées pour les professionnels. Et puis, la seconde, et celle qui a eu lieu hier, au salon de l'immobilier, où la contrainte était très simple. Celle qui vous vaut le titre d'homme du salon.
Ah, arrêtez de me flatter. Je vais rougir, le maquillage va partir. Non. En fait, la contrainte, c'était que j'avais des professionnels dans la salle, mais aussi du grand public. D'où ce thème un peu provocateur, quelque part, d'immobilier dans un monde incertain. Vous auriez pu faire venir une voyante en fait. Tiens, j'ai pas pensé à ça. Oui, enfin, faut quand même être un peu sérieux. C'est quand même Guy Marty, qui est quand même le fondateur de pierrepapier.fr, le fondateur de l'IEIF, qui est quand même une institution économique reconnue en France. Il est vice-président de la commission de finance innovation quand même. Donc c'est quand même c'est un pont de la profession qui est intervenu. Donc, et qu'on a reçu ici dans la foulée de l'événement hier. Ah voilà, en plus. Donc c'est quand même quelqu'un de majeur. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Mais justement, c'est bien de mettre à disposition du grand public et des professionnels des thèmes un petit peu différents qui sont complémentaires pour l'activité. La première était avec Michael Aguilar. On avait fait ça à l'ISC de Paris. Et le thème, c'était conseiller et vendre à l'ère du numérique. Ah oui, on parle des fintech, on le voit, certains stands ont tous fait en digital maintenant. Mais si le CGP n'est pas capable de travailler avec cet outil-là, il ne passera pas le cap. Donc c'est quand même penser à l'avenir. Là, l'immobilier dans un monde incertain. La prochaine, Pascal Pinault, qui est formateur et économiste, sa société s'appelle Métis Finance. On va parler de neurosciences. Comment faire confiance ou pas à son cerveau lorsqu'on fait un achat d'investissement immobilier ou autre, ou financier en tout cas. Et même pour le CGP, comment faire confiance ou pas à son cerveau lorsqu'on est en relation face à face avec un client ou un prospect. C'est essentiel. Donc tout ça est passionnant, mais qu'est-ce que vous avez, vous, comme formation pour vous intéresser à tout ça aujourd'hui? Alors moi j'ai une formation très particulière. Je sens que vous avez une formation atypique. Oui. Singulière. J'ai fait de l'histoire de l'art à la Sorbonne. Voilà. Ceci explique cela. De l'archéologie aussi, et j'étais étudiant à l'école du Louvre, donc comme nous sommes au Carrousel du Louvre, je renoue quelque part avec un passé maintenant un petit peu lointain, mais où je déambulais régulièrement dans les salles au-dessus. Effectivement, ici, alors je suis un peu comment chez moi. vous êtes passé de tout ce monde-là Le hasard. Le hasard et les rencontres. Votre actualité de CGP, le hasard de la vie. Le hasard de la vie. Activité quand on est jeune, on a toujours plein de rêves, heureusement. On en a aussi plus tard. Même plus tard, hein. Mais c'est pas les mêmes. Puis on a fait déjà des choix, et comme on a déjà eu aussi des claques, ça permet aussi de réajuster les rêves. De réajuster. Mais il faut en avoir, bien évidemment. Mais il y a pas le métier dans l'histoire de l'art est très compliqué. Il y a très peu de débouchés. On adore la culture, mais c'est mal payé. C'est très compliqué. C'est des concours à non plus finir. Et je n'ai pas forcément fait pour ça, clairement. Même si j'ai bossé dans certains musées, etc., bien évidemment. Pas loin d'ici, à la Bibliothèque nationale. Et puis ensuite, j'ai fait des études en alternance, en marketing, où j'étais attaché de presse pendant 2 ans. Je me suis bien amusé. Mais puis j'avais fait le tour un petit peu parce que c'était sympa, mais je voulais rester dans le milieu des RP, de la com. Mais pas facile. Chasseur de tête qui me propose 2 boulots. Un, dans une grande banque. Je me voyais pas passer ma vie forcément derrière un bureau. Dans une tour, dans un bureau. Ouais, j'aime bien être derrière le bureau, mais moi, je me voyais pas trop là-dedans parce que quelque part c'est tout tracé la carrière bancaire. Bon, moi j'aime bien quand même avancer et puis des fois me remettre en question. Donc voilà. Et ensuite, alors dans le même temps, le même jour, j'avais 2 offres d'emploi. On m'a proposé un boulot dans le portage salarial. Quelque chose qui était à l'époque, en 98, inconnu. Déjà que maintenant, c'est pas très très connu. En 98, oui, personne ne savait ce que c'était. Ça commence à être un peu plus connu. Mais bon, c'était vraiment le Far West à l'époque, avec quelques acteurs. Fallait vraiment l'expliquer à tout le monde ce que c'était, comment accompagner des gens qui veulent créer leur entreprise mais sans avoir à s'installer à leur compte. C'était toute une problématique qui existe toujours. Je suis toujours d'ailleurs dirigeant d'une société de portage salarial. Et en 2005-2006, il s'avère que dans l'immobilier, il y a eu des problématiques de cartes de transactions immobilières sur les agents commerciaux. Et le portage salarial pouvait répondre à cette problématique-là. Donc, par opportunité, je me suis lancé dans le portage salarial, dans l'immobilier au départ. Et puis, à partir du moment où on était dans l'immobilier, pourquoi ne pas aller sur les activités d'intermédiaire bancaire, d'intermédiaire en courtage d'assurance et de conseil en investissement financier.
Et ben voilà, on connaît la boucle, le parcours de Sébastien Barrault. Exactement. Merci beaucoup Merci, Sébastien Ariane. et à très vite pour que vous nous racontiez la suite. Pour la prochaine conférence.